Edouard. Caméra 1, ça tourne. Le son, ça tourne. Aznavour, première. Habituellement, c'est les autres qui font le clap pour moi, enfin qui faisaient le clap pour moi. Parce qu'au cinéma, comme vous le savez, le clap est une chose importante. On va parler cinéma, paraît-il. Il a toujours été un très grand acteur car il interprète ses chansons comme un comédien. C'est ça qui nous plaisait, c'était qu'il arrivait à se séparer du chanteur, à faire oublier totalement qu'il était une vedette de la chanson pour devenir un vrai comédien. Donc je lui dis, écoute, c'est un personnage formidable, tu devrais faire tes débuts au cinéma avec ce rôle. Et puis un jour, j'ai vu Le Passage du Rhin. Et là, il me fascinait parce qu'il était comme Humphrey Bogart, c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas et tout bougeait à l'intérieur. Il va chercher loin pour chanter. Et ça, c'est une qualité d'interprète, d'acteur. Charles fait partie de ces artistes qui m'ont incontestablement fasciné, intéressé. Et puis donc un jour j'ai eu envie de le filmer parce que c'est aussi un grand acteur. Le parfait petit bûcheur. Appliqué, méritant, infect. Seulement moi j'aurais le choix entre devenir toubib ou réparer les vieux chaudrons. De père en fils, les Goldman sont étameurs. Si t'as pas de grand-père banquier, tu me diras à quoi ça sert d'être juif. Charles Aznavour symbolise 60 années d'une carrière riche et intense. Depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 1000 chansons écrites ou composées. 200 albums et singles, 100 millions de disques vendus et des dizaines de tubes connus dans le monde entier. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur. Il lui semble que la misère vient voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Aznavour a chanté en 6 langues, sur toutes les scènes du monde, croisant les plus grands artistes, de Piaf à Sting, de Jerry Lewis à Liza Minnelli. Mais durant cette vie musicale chargée, Charles s'est aussi consacré au 7e art quand ses longues tournées lui ont laissé le temps. 80 longs métrages. C'est sa carrière d'acteur que ce film met en lumière, une dévorante passion pour le cinéma et l'art de la comédie. Ses regards en gros plan qui le ramènent à ses rêves d'enfant, être acteur, sa vocation première. Je l'ai eu pour mon certificat d'études, le 9-5. Et malheureusement, je n'ai pas gardé un seul film. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque, je ne faisais pas de collection. Mais là, j'entre dans le vif de mon sujet, quoi, c'est-à-dire l'image et le son. C'est toute ma vie. J'ai été élevé dans l'amour du cinéma par mes parents. Important. C'est eux qui m'ont élevé dans l'amour du disque et du cinéma. Comme j'étais pas seul, j'avais ma sœur, complicité totale. C'était on touchait l'argent de la cantine et au lieu de manger, on allait au cinéma, on faisait l'école buissonnière. On allait surtout voir des films de Fred Astaire, Ginger Rogers. Les films étaient doublés, bien sûr, en français. Donc, on connaissait les chansons par cœur parce qu'on restait toute la journée au cinéma. On arrivait à la maison, lui il était Fred Astaire, moi j'étais Ginger Rogers. On revoyait le film plusieurs fois et on rentrait à l'heure où on rentrait de classe. On n'a jamais été pris en faute. Et pas loin, il y avait un cinéma qui s'appelait le Cluny ou quelque chose comme ça. Et là, on voyait les films de Chaplin, des films muets. Après sont venus les films parlants, chantants. Et là,
Là, on avait vraiment l'impression, on avait envie d'être dans le film. Et là, mon frère avait vraiment envie d'être acteur. Hein. Ma sœur et moi, on devait avoir 11 ans et 12 ans, quoi. C'est-à-dire que nous, on gagnait notre vie. Hein. J'ai toujours gagné ma vie dans mon métier. Alors, on avait un numéro de danse russe. C'est simple, on les connaissait par cœur, les danses russes. Et moi, je faisais ça facilement, ce qu'on appelle le tchotchka. En compagnie de sa sœur Aïda, le jeune Charles n'a qu'une idée, devenir artiste. Et s'il ne se voit pas encore en haut de l'affiche, il incarne déjà un des 60 gosses des disparus de Saint-Agile et dès l'âge de 11 ans, en 1935, il joue sur scène Margot sous la direction de Pierre Freinet. Il était très aimable avec ses artistes, surtout les enfants. On était une troupe d'enfants, puisqu'on jouait... moi j'étais Henri IV enfant. Et puis ça m'a permis d'aller au théâtre beaucoup. En plus, mes parents, bon, faut dire ce qu'il y a, n'avaient pas une grande situation, mais ils nous ont jamais empêchés de faire ce métier. Jamais. Au contraire, ils nous ont encouragés. On vivait dans le quartier latin, il y avait des tournages dans les rues. Alors on a vu beaucoup tourner Daniel Larieux, qui était notre préférence, avec Charles Boyer. Voilà, c'était nos acteurs de préférence. On espérait nous aussi un jour pouvoir faire ce métier comme eux. Moi, le cinéma, quand je suis dans le Midi, où j'ai vraiment le temps le soir, c'est un film chaque soir. Alors des anciens, des nouveaux. Bon, j'ai une collection où j'ai tout Woody Allen, j'ai tout Hitchcock, Carnet, Duvivier, enfin tous nos grands. En plus, j'ai eu des acteurs qui me plaisaient suffisamment pour que par la suite, je m'en souvienne pour le tour de chant. Entre autres, Jules Berry. De quel style d'influence parlez-vous ? Eh ben, l'influence, c'est-à-dire que ne plus penser comme un chanteur, mais de penser comme un acteur pour chanter une chanson. Les chansons de Charles, finalement, ce sont des pièces en 3 actes. C'est vrai. Vous prenez Je n'ai rien oublié, c'est une pièce en 3 actes. Vous prenez Comme ils disent, c'est une pièce en 3 actes. C'est pas une chanson d'amour comme ça, ordinaire. C'est une pièce de théâtre. Et finalement, c'est vrai que quand mon frère chante ses chansons, on met des images dessus. On met des images. C'est ça. Exactement. Et on en fait un film, grâce à lui. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi, j'étais trop pur, trop d'avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Ma vie, je voulais faire une carrière théâtrale. Débuter en scène comme un enfant que j'ai fait, par la suite grandir, avoir d'autres rôles et jouer à mon âge les vieillards, quoi. C'est ça, l'idée était là. Hein. Et puis, ça a dévié. C'était l'époque de la radio et j'entendais les chansons d'Aznavour chantées par Aznavour. Et je me rappelle que ma grand-mère me disait tout le temps il chante pas comme les autres. Il avait en fait pas du tout une voix de crooner. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il était pour moi, petit enfant, l'équivalent d'Edith Piaf en homme. Et moi, j'admirais énormément Charles Trenet et Aznavour, Gilbert Bécaud, parce que je trouvais que, si tu veux, ils vivaient leurs chansons en même temps qu'ils les interprétaient. Il a toujours été, pour moi, par sa présence, par sa sensibilité et par, je peux dire, cette force qu'il dégage, un très grand acteur, car il interprète ses chansons comme un comédien. Voilà. Il ne se contente pas de chanter, si je peux dire. Comme je chante toujours des choses qui sont jouées, je m'adaptais. J'adaptais le rôle à la chanson. Je suis très vite arrivé à des choses comme
Tu te laisses aller, bon anniversaire, etc., etc. Où c'est plus jouer que chanter. Ah, tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière? Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Si l'amour de la comédie et de la chanson nourrissent l'enthousiasme inoxydable de Charles, ses débuts d'auteur-interprète sont laborieux. En 1956, la chanson Sur ma vie est un premier succès, mais la reconnaissance critique tarde à venir, tandis qu'à 30 ans passés, un public fidèle se constitue progressivement. Non, ça a été très difficile, mais le public est venu là où la presse n'est pas venue. J'avais des salles pleines et des mauvaises critiques. Et qu'est-ce qu'on vous reprochait? Tout. Tout. On me reprochait tout. On a reproché beaucoup de choses à Charles. Mais... ben, c'est parti. C'est parti parce qu'il a lutté contre tout ça. Et il m'en disait rien. Mais au fond de lui-même, il devait quand même en souffrir. Il me reprochait que j'étais pas beau, que j'étais pas grand, que j'avais une mauvaise voix, que j'écrivais des choses qui n'étaient pas populaires ou qui n'étaient pas commerciales. Mais tout, les chansons, tout était... J'étais mauvais, il n'y avait pas d'histoire, c'était ça. Avec un physique, une inspiration et une voix a priori à contre-courant des critères de l'époque, par quel tour de force Charles Aznavour a-t-il finalement franchi la frontière du vedettariat, aussi bien sur scène qu'à l'écran? Alors Charles a réussi à une véritable transcendance de sa voix. Sa voix intérieure, sa voix extérieure sont rentrées en harmonie. Ces deux éléments font qu'effectivement, au départ, ça l'a peut-être un peu desservi parce que sa voix n'était pas très aiguë, n'était pas très grave, mais il chantait juste. Et il chante à chaque fois une histoire. Donc c'est pas un chanteur, c'est également un chanteur, un acteur, un comédien. Chaque élément qu'il joue est une scène de théâtre. Et il vous prend, lorsqu'on l'écoute, non seulement par les harmonies que l'on peut avoir dans la voix, par la musicalité de la voix, mais dans l'histoire elle-même et dans la poésie qu'il va nous transmettre. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la mer, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. J'ai d'abord fait 2 films où on m'a engagé parce que je chantais. Bon, on m'a fait dire 4 mots par-ci, 2 mots par-là. Et après le deuxième, qui s'appelait Une gosse sans sas, j'ai dit, ça va comme ça, je ne tournerai plus en chantant. Quand Mocky est venu me trouver dans une boîte de nuit où on était, il m'a dit, ça vous intéresserait de faire un film où vous ne me chantez pas? Je me suis accroché à lui, là. Ça te plairait, toi, de changer de service? Je veux partir d'ici. Moi aussi, bien sûr, mais guérir avant. Qu'est-ce que tu appelles guérir? M'éveiller dans ma chambre, m'habiller comme je veux, parler aux gens, aller droit devant moi sans avoir peur tout le temps de tomber dans la rue. Et tu attends ça d'un médecin? Le docteur Emery n'est pas comme l'autre. Chez lui, les malades vivent comme tout le monde. On fréquentait un endroit qui s'appelait le Club Saint-Hilaire. C'était un club rue de Pontieux où se réunissaient pratiquement tous les gens du spectacle, après, vers minuit, et après le théâtre, etc. Et je l'ai rencontré là, et un jour, je lui dis, je préparais la tête contre les murs, et c'était moi le metteur en scène à l'origine. Donc, je lui dis, écoute, je trouve que tu ressembles à Charlie Chaplin, et nous avons un rôle d'un pauvre malade. C'est un personnage formidable. Tu devrais faire tes débuts au cinéma avec ce rôle. Mais j'ai pas d'argent, j'avais déjà pas d'argent à l'époque. J'ai dit, je peux t'offrir 300 balles. Et là, une vraie carrière a commencé. Et là, oui. Là, un vrai rôle, une vraie carrière. Où quand même, il a fallu que je me renseigne pour faire le rôle. C'est un épileptique, on ne devient pas épileptique parce qu'on dit je suis épileptique. Alors j'ai fait venir un médecin et je lui ai demandé comment on faisait. Et il y a le médecin qui me l'a fait.
Et c'est comme ça que j'ai réussi, et j'ai eu sûrement le prix d'interprétation comme épileptique. Après, je préparais un film qui s'appelait Les Dragueurs, et je cherchais aussi un espèce de Chaplin qui recherchait une femme dans la rue, parce qu'il était tout seul, c'était encore un solitaire. Et ce qu'il a apporté dans le cinéma français, je ne parle même pas d'un Taxi pour Tobruk ou de très grands succès qu'il a fait, mais dès Les Dragueurs et Tiré sur le pianiste de Truffaut, d'abord, il travaillait avec des gens de la Nouvelle Vague, avec des metteurs en scène très très intéressants, qu'il choisissait bien. Mais il a apporté un type de personnage qui n'existait pas, qui était ni le vainqueur, ni le séducteur, bien sûr, ni le costaud, mais le petit mec qui se débrouille, qui est un peu râleur, qui est un peu et qui essaie toujours d'imiter le bellâtre qui est à côté de lui. Il y avait Jacques Charrier dans les Dragueurs. Alors on drague? On quoi? Alors on cherche une fille. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Elles sont dures ce soir. Oh, si t'es pas vaincu d'avance, tu n'arriveras jamais à rien. Quand on drague, on réfléchit pas, on fonce. Je fonce. Elle m'arrête tout de suite. Ah, t'as pas l'habitude. Oh si, je cherche depuis 6 mois tous les samedis. Oui, je vois. Allez, pousse-moi, s'il te plaît. Vous, on sent que vous les connaissez, les femmes. Plutôt, oui. Moi, je connais personne. J'ai pas d'expérience. Oh, c'est pas des choses qui s'apprennent. On a ça dans le sang. Puis il a un physique intéressant pour le cinéma. Je veux dire que c'est un homme normal. Je veux dire, il a un physique d'un mec normal, peut-être même très moyen, quoi. Enfin, quand on le voit comme ça, si on ne savait pas qu'il est Aznavour, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça qui nous plaisait, c'était qu'il arrivait à se séparer du chanteur, à faire oublier totalement qu'il était une vedette de la chanson pour devenir un vrai comédien. D'où l'intérêt du physique de Charles. Je pense que c'est une de ses grandes forces, c'est qu'il avait un physique tout à fait normal, quoi. Je suis bien content de vous avoir trouvé, on allait tout abandonner. Et maintenant que tu m'as trouvé? Ben, on parle? On prend rendez-vous? Ben, ça peut durer longtemps. On se revoit. Et si on se plaît, on reste ensemble. C'est ça. Je reprise tes chaussettes, je m'emmerde, je te trompe, tu pleures. Moi, les hommes, je les prends, je les laisse. Et vous êtes heureuse? À force d'obstination, de travail et d'inspiration, Aznavour gagne maintenant ses galons de vedette de la chanson et ses débuts avec Mocky sont très prometteurs pour sa carrière d'acteur, malgré un rendez-vous manqué avec un certain Jean-Luc Godard. C'est Truffaut qui me l'a envoyé. Je passais à l'époque dans une boîte de nuit. Il est venu me parler du film À bout de souffle. Et c'est curieux, je lui ai dit que c'était pas pour moi. Et de toute manière, j'ai eu l'impression aussi qu'il n'était pas très emballé du fait de m'avoir moi dans son film. Ah bon? Je crois qu'on était tout à fait d'accord. Je crois que celui qu'il voulait le plus, c'était Truffaut. Et quand j'ai su que c'était Belmondo, que j'avais vu dans un film produit par Vital auparavant, où il était comme d'habitude merveilleux, et j'ai dit, ben voilà, moi j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait. Vous pouvez me la montrer, Charles, de là? Pas mal. Truffaut est venu me voir, il m'a donné une bobine de film, Les Mistons. Et j'ai vu là un cinéma différent, tout à coup. Et puis ça s'est arrêté là parce qu'on était timides tous les deux. Moi aussi, je suis timide à la base, je suis timide et lui aussi. Donc on se disait pas grand-chose, mais on se comprenait très bien. Et puis, quelques temps après, il est venu avec un bouquin. Il m'a dit, voilà, vous lisez ça, vous me dites ce que vous pensez. Voilà comment on a commencé à tirer sur le pianiste. Ton silence doit lui paraître bizarre. Faut que tu dises quelque chose, n'importe quoi, sinon elle va croire qu'elle t'intimide. Au fond, si elle n'est pas idiote, ce silence est éloquent. Il crée une complicité amoureuse. Ça, elle est pas bavarde. C'est plutôt le genre sérieux. Pas pimbèche, mais digne. De la plaisanterie facile, très peu pour elle. Pour qu'elle rie, il faut vraiment que ce soit drôle. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est votre grimace. Aznavour est arménien et il ne faut pas, je suppose, dans une chose tirée de Gaudis, c'est pas bon d'avoir un acteur typiquement français ou qui représenterait le français moyen. Aznavour, même en France, a l'air quand même d'un homme venu d'ailleurs. Je crois que c'est important, ça. Ça a été un énorme succès international.
Quand vous pensez qu'il est resté plus de je ne sais combien d'années dans la 42e rue à New York, et ça se jouait dans les universités. Thierry sur le pianiste a fait toutes les universités américaines. Ce qui veut dire que ceux qui le découvraient là-bas ignoraient encore que vous étiez chanteur. Quand ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard. Ils étaient déjà dans la salle. Ils étaient venus pour revoir un pianiste. Et ils sont venus, je me souviens, il y avait Jacques Teagarden dans la salle, il y avait des musiciens de jazz très connus, et qui ont été très très surpris. Car je ne jouais pas du tout de piano en plus. Je ne m'approchais même pas du piano. Et puis un jour, j'ai vu le passage du Rhin. Et là. Et je pense que Charles Aznavour, s'il n'avait pas fait sa carrière d'acteur, aurait été amputé par quelque chose d'extrêmement important qui lui a permis de renouveler totalement son interprétation physique au music-hall, c'est son regard. Non. Tu vas plus partir? Pas comme ça. Tu es complètement con. Je préfère être un con qu'un salaud. J'avais pas le premier rôle, et je l'ai eu après le film. Finalement, je m'étais pas trompé en pensant que le personnage faible est le meilleur personnage. Et par la suite, je disais, quand on m'a porté un script, je disais, il y a toujours deux personnages. Il y en a un qui a des problèmes, un qui n'en a pas. Vous me donnez celui à problème. J'ai réussi donc à me faire mon personnage. Parce qu'on m'a proposé quand même pas mal de rôles, parce que je m'appelle Aznavour. À partir du moment où vous êtes connu pour une raison ou pour une autre, parce que vous êtes un grand footballeur, vous êtes un grand lutteur, vous êtes un grand chanteur, on peut vous exploiter au cinéma. Êtes-vous capable de faire? Aznavour, visiblement, a eu un succès immédiat. On le prend au départ, nous ne faisons pas d'illusions parce qu'il est connu. Les producteurs, ils veulent de l'argent. On dit, si on le met, ça va attirer le chaland. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et là, c'est un succès parce qu'il est bon comédien, c'est tout. J'étais décidé à ne jouer que des rôles qui pouvaient me ressembler. Et non pas des rôles dans lesquels j'entrais. Des rôles qui pouvaient me ressembler, c'est-à-dire un fils d'émigrant, un jeune homme perdu, etc., etc. Et je crois que j'ai eu raison. C'est comme ça que j'ai évolué. Mais c'est là que j'ai appris, petit à petit, film après film. Et c'est bel et bien avec le cinéma que Charles Aznavour acquiert la reconnaissance critique grâce aux personnages fragiles et sensibles qu'il incarne à l'écran, et particulièrement dans Le Passage du Rhin, qui rafle le Lion d'Or à Venise et dont le succès dépasse celui de Psychose d'Hitchcock. Grâce à ce rôle, en 1962, les directeurs de salle lui décernent le titre de meilleur acteur de l'année. Après les magazines de music-hall, Aznavour fait maintenant la une des revues de cinéma. La presse cinématographique a été parfaite avec moi. Le contraire de la presse musicale. Une sorte de revanche alors, non? C'est eux qui ont arrangé ma revanche, oui. Il y a eu un petit plaisir personnel à être reconnu tout de suite par le cinéma alors que vous ne l'étiez pas? Il n'y a pas un petit plaisir, il y a eu un grand plaisir. C'est même... Ouf, parce que je m'attendais à ce qu'on m'esquinte aussi. C'est en pleine période yéyé que la force des chansons d'Aznavour fait la différence. Et Charles enchaîne les tubes, avec La Mama, La Bohème, Les Comédiens et tant d'autres. Porté par ce succès, Aznavour alterne désormais musique et cinéma et participe même au Testament d'Orphée, nouant une solide amitié avec Jean Cocteau. Je posais des questions et je posais des questions à Jean. Un jour, je lui ai dit, Jean, qu'est-ce que je devrais lire? Et il m'a dit, je vais te faire une liste de 25 bouquins. Et il m'a fait sa liste, 25, que j'ai lus. Oui, c'est important ça. Parce que Cocteau, c'était pas quelqu'un qui ne voit qu'une chose à la fois. Vous savez qu'il était tout à la fois, il était formidable. Et en même temps, il m'a donné ce goût
d'être multiple. Cette envie de multiplicité s'illustre également par l'aspect international de sa carrière cinématographique et musicale. Les disques de Charles Aznavour sortent en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et même en Angleterre où il participe à plusieurs productions britanniques, dont Les 10 petits nègres d'Agatha Christie où il interprète une version anglaise des Plaisirs démodés. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. Quand je rentrais dans un film étranger, vous êtes un étranger. Alors je ne parle pas des Français, puisque les Français, ils ont été habitués à vivre avec mes chansons, donc c'est autre chose. Mais à l'étranger, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, avec Peter Sellers, on s'est très très bien entendu. À l'occasion du tournage de The Blockhouse, une passion commune pour la photo réunit Peter Sellers et Charles Aznavour, qui prit le temps de graver sur pellicule ses partenaires et le tournage de quelques scènes dans lesquelles il ne jouait pas. Entre un nouveau disque et de longues tournées, infatigable, Charles parcourt la planète. En Autriche, il tourne La Montagne Magique, d'après l'œuvre de Thomas Mann. Haute Infidélité, un film à sketch en Italie sous la direction d'Elio Petri. En Allemagne, il participe au prestigieux Tambour de Volker Schlöndorff, qui obtint la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger. Sans oublier un film d'action à succès de la Fox, qui lui permit de se lier d'amitié avec un des 7 mercenaires, James Coburn. Mais là, on est devenus très amis. Il jouait de la flûte. Il jouait de la flûte très bien d'ailleurs. Sur les tournages, j'ai toujours eu un clavier que j'emmenais. Alors il jouait de la flûte, moi je jouais du piano. Oui, on s'est très très bien entendu. Et puis alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je sais où sont les bons restaurants. Ah. Et c'est justement dans un restaurant, celui de son ami Max à Saint-Rémy-de-Provence, que Charles nous donne rendez-vous pour évoquer ensemble certains de ses amis épicuriens. Une bande de bons vivants avec lesquels il n'a pas partagé que de bons films, mais aussi de bons petits plats. Des pâtes fameuses préparées par Lino Ventura, aux bons mots savoureux mitonnés par Michel Audiard. Alors à l'époque, c'était très loin d'être évident, parce que Michel Audiard, c'était un peu le phrasé populaire, le phrasé à la Gabin, Ventura et toute la clique. Et on va dire, Charles Aznavour était un peu considéré comme un chanteur, si ce n'est un télo, en tous les cas avec des textes très très écrits. Donc c'était un peu une confrontation d'univers qui n'était pas amené à se rencontrer. Mais Charles étant un excellent acteur et pouvant s'adapter à tout, il s'est adapté au texte d'Audiard. J'étais à l'aise avant, même parce que je parlais argot avant de faire du cinéma. Je parlais même bien l'argot. Mais j'ai écrit une chanson en argot, totalement en argot, sans dictionnaire de rime argot, quand même. Ça, faut le faire. Ça s'appelait Moi, je fais mon rond. Moi, je fais mon rond. Je tire ma flemme. De me crever, j'ai aucune raison. Depuis que ma panthère est en brème, je me fais plus de billes pour le pognon. René Havard, qui était co-writer du Taxi, espérait avoir le rôle. C'était fait pour lui, en vérité. L'affiche n'aurait pas été suffisante. À l'époque, j'étais en montée. Et Deutschmeister, le producteur, il a dit « Non, moi, je voudrais voir Aznavour. » On n'a plus de bagnole, on n'a plus de flotte, on est à 700 bornes de nos lignes. Eh ben, on va les faire. Comment? Eh ben, à pince. Pauvre dingue, demain matin, t'auras les pieds comme ça. Les pieds, la langue, les spasmes, tu nous les as déjà servis, hein. Bah, tu verras. Eh ben, si je peux pas marcher, je ramperai, je les ferai sur la vente s'il le faut, les 700 bornes, mais je les ferai. Tu les feras? Oui, je les ferai. Et puis même si je peux pas les faire, le seul moyen de trouver quelque chose, une patrouille, n'importe quoi, c'est de marcher. Eh ben, tu marcheras, mais sans moi. Si on voit ce film, il faut vraiment penser que Audiard, c'est Aznavour. C'était son porte-parole dans le film. C'est-à-dire ce que dit Charles Aznavour sur la guerre, sur l'armée, sur les rapports entre nations à un moment, c'est vraiment la pensée profonde de Michel Audiard. À la fin, on est tous d'accord pour l'allemand. Et j'ai dit, le juif, il ne peut pas être d'accord. Il ne peut pas être d'accord, il faut trouver quelque chose. Et c'est là où Audiard a dit, j'ai trouvé, il a trouvé très vite, il a dit, moi, les bons et les mauvais Allemands, je vous les dirai à leur peu après la guerre, pas avant. Mais moi, j'oublie rien. Je suis le vilain, moi. Le rancunier. J'ai été cocu et j'aime pas ça.
Pendant que je découvrais Goethe, vous en étiez déjà à Mein Kampf. Les Français sont toujours en retard d'un livre. C'est pourquoi, si vous permettez, je ferai le tri des bons et des mauvais Allemands un peu plus tard à tête reposée. Mais tant que cette tête-là sera sous un képi, je m'en tiendrai aux idées toutes faites. Et à votre sujet, j'en vois qu'une. Patelière a dit, vous ne lavez pas les linges, vous ne faites pas nettoyer les costumes. Je veux que tout ça, ça tienne debout. Pourquoi? Eh bien, ils sont dans le désert, ils sont perdus, vous ne croyez pas qu'ils ont une blanchisseuse. Donc, et c'est vrai que le pantalon, le matin j'avais un pantalon court là, le pantalon, je n'avais pas besoin de le prendre à bras le corps, je le mettais par terre et je rentrais dedans, comme si je rentrais dans une casserole. Et les autres faisaient pareil. Je ne sais pas ce qu'on sentait, mais enfin on se lavait, nous, c'était déjà quelque chose. Quand Un taxi pour Tobruk sort, Lino Ventura déteste le film. Il ne le soutient absolument pas. Donc toute la publicité se fait autour de Charles Aznavour. C'est lui qui participe aux avant-premières, c'est lui qui participe aux interviews. Ventura, il n'est pas là. Il dit, ce film, je comprends rien, on m'a fait dire n'importe quoi, il se passe rien, on est là à traîner dans le désert. Curieusement, Lino n'a pas cru. Il a dit, ah, j'ai encore un film qui fait un bide, qui fera un bide. Et il n'a pas voulu le voir. Et un jour, je l'ai piégé. Chez moi, j'avais des projecteurs, j'avais 2 projecteurs. Je l'ai piégé, je lui ai passé Taxi pour Tobruk. Il y avait Patelière aussi. Et à contre-cœur, il ne pouvait pas faire autrement. Alors il m'a dit, ah t'es con, il m'a dit, c'est vrai que t'as raison, c'est un très bon film, je suis content de l'avoir vu. Non seulement Un taxi pour Tobruk est un excellent film, mais il est aussi un énorme succès populaire, se plaçant en tête du box-office en France, mais aussi dans toute l'Europe, aux États-Unis et même dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Succès scellant une durable amitié entre Charles Aznavour et Lino Ventura. On ne s'est pas oublié après par la suite, la preuve c'est qu'on s'est retrouvés dans d'autres films. C'est dans La Métamorphose des cloportes que Ventura, Biro et Aznavour se retrouvent, même si initialement le rôle d'Edmond n'avait pas été prévu pour Charles. Le rôle était fait pour Brel, qui avait accepté de le tourner, et je ne sais pas ce qui s'est passé au dernier moment, il n'en a plus eu envie, et il a laissé tomber vraiment la production qui s'est trouvée après la gorge, et ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir parce que j'avais déjà tourné avec la metteur en scène, donc ils sont venus me voir. Et moi, je n'aimais pas faire 2 choses à la fois, c'est-à-dire que et du tour de chant et du cinéma, parce qu'on n'est pas dans le coup totalement. Alors j'ai mis la barre très haute pour qu'ils disent non. Et c'était Zanuck, et il a dit oui, avec cette phrase, il a dit « Il a les dents longues, le petit Arménien ». T'as pas l'air content, t'es pas heureux? C'est-à-dire que moi, je t'avais bien dit de me faire un rôle tendre, gentil, qui ressemblerait à mes chansons. Si tu veux jouer, tu veux pas jouer le docteur Schweizer avec ta tête. Je me souviens, dans La Métamorphose des cloportes, il y avait une phrase qui était marquée à dire très vite. Et je trouvais que c'était difficile à dire. Alors je lui ai dit, c'est marqué, il faut le dire vite. Ah oui, il faut le dire vite, il m'a dit. Mais j'arrive pas à le dire, bah tu vas l'apprendre, tu vas le dire vite. Moi j'ai dit, c'est simple. Tu peux me le dire une fois pour que je puisse... Il m'a fait, bon, tu le dis comme tu veux. Nous n'avons pas interrompu vos activités pour vous écouter philosopher sur l'existence, aussi brillantes que soient vos idées. Mon camarade vous demande où est Roukmout. Vous le lui dites, je te commence à coup de latte et je te termine au rasoir. Ah, Oui. bon. Il est bien plaisant, votre ami. Audiard, il nous a servi merveilleusement. Il a fait de nous des acteurs particuliers. Il nous a fait aimer par un public qui aimait ce langage qui était le sien et en même temps qui était riche. Est-ce que vous vous souvenez de la tête de Ventura vous voyant arriver en fakir? Celui qui doit venir vient toujours. Mais de toutes les têtes de Ventura, je me souviens. C'est une des têtes préférées, ça. Celui qui est en même temps étonné et en même temps un peu en colère. Daniel va dire, tu vas pas m'avoir avec tes conneries. Edmond. Il faut venir voir un toubib. Allez, viens. Oh, mon cher. T'as encore failli me faire marron, hein. Oh, homme de violence. Ah! Et si je te sautais sur le bide, hein? Tu viens jouer les puissances des ténèbres. Pas responsable. Ah ouais.
1, 2, fais pas le con. Bon, Charles, vous ne pouvez plus nous cacher qu'au contact de Ventura, Chabrol ou Audiard, vous êtes devenu un véritable épicurien quand même. Moi, un épicurien, je suis un épicurian et un épicurieux. À de nombreuses reprises, le talent d'auteur-interprète de Charles et sa passion pour le cinéma se sont croisés par le biais de la musique et de la chanson de film. Et cet investissement musical pour le cinéma s'est développé grâce à la rencontre du compositeur Georges Garvarentz. Ça fait du bruit. Il y a eu un coup de foudre de ma sœur et de lui. Elle me l'a présenté et elle m'a dit il est compositeur, tu devrais faire une chanson avec lui. J'ai dit mais je le connais pas. J'ai dit je vais faire passer une audition. Je vais donner un texte, je savais que je ne chanterais jamais ce texte. Il m'a fait la musique, qui était très bien. À partir de là, je lui ai donné des textes pour écrire la musique. Et c'est comme ça qu'on a connu Garvarentz. Il m'a fait la musique de certaines chansons. Et là, ils ont commencé à faire des chansons avec Charles. Et puis ensuite, on s'est mariés, bien sûr. Ça, c'était un piano de mon frère. Charles, après, s'en est séparé, donc c'est mon mari qui a hérité de ce piano. Avec mon frère, ils ont travaillé sur ce piano. Les chansons d'Hallyday, les chansons de Sylvie Vartan, toutes ces chansons, les musiques de films. Ce qu'il voulait, c'était faire de la musique de film. Et il en avait fait. Et quand on est arrivé au Taxi pour Tobruk, la musique du film devait être faite par contrat par un Espagnol. Et moi, je voulais que ce soit par Garvarentz. Et j'ai eu l'idée de chanter... Les artistes, Ventura, tout ça, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Je leur ai dit, on va la chanter. On va la chanter. À chaque fois qu'on va pouvoir la placer, on va la placer. Deutschmeister, le producteur est venu. Dès qu'on était quelque part, tous on faisait... On chantait la chanson. Et à un moment donné, il a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, bah, c'est ce qu'on pensait qu'il fallait mettre dans le film, mais il faut le mettre. Mais bah, oui, mais je dis, vous avez un contrat, je vais arranger ça. Il a arrangé ça, et on a fait la musique là, comme ça. Mourir d'aimer, je l'ai écrite au moment du drame. Tout d'un coup, on accusait une femme parce qu'elle aimait un garçon plus jeune qu'elle. Et quand ça arrivait qu'un vieillard de 90 ans et une fille de 18 ans, personne ne dit rien. Là, ça me gênait rudement, je continue à le dire. C'est pas normal. Ou vous acceptez l'un et l'autre, ou vous n'acceptez rien du tout. Et là, on n'acceptait qu'un côté de l'affaire. Vous savez, moi, je suis un grande gueule, hein. J'écris grande gueule quand il le faut. Je suis très fort pour la grande gueule à l'écriture. Je trouve les mots parce que je n'ai pas peur des mots. J'ai pas peur de choquer les gens. Tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer. C'est comme ça qu'on doit être dans nos métiers artistiques. C'est-à-dire des gens qui ouvrent des horizons, qui brisent des tabous, qui cassent les vitres, qui cassent les portes, qui amènent quelque chose d'autre. On ne va pas faire toujours la même chose. C'est ridicule et ennuyeux. Et dans le domaine des expériences inédites, Charles ne s'attendait pas à ce que Claude Lelouch lui demande de jouer un jour son propre rôle au cinéma, 30 ans plus tard. Je l'avais déjà rencontré parce que je savais qu'il était très proche d'Édith. Et donc, comme je voulais être au plus près de l'histoire que je racontais, son regard sur Édith Piaf est très très intéressant parce qu'il est très critique d'Édith et en même temps très admiratif. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a compris que Édith Piaf avait les qualités de ses défauts, c'est bien lui. Je lui ai raconté beaucoup de choses sur Piaf. Son film était très bon. Maintenant, on dit oui, mais il y a eu celui d'après. Ça n'est pas la même chose. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Édith Piaf dans une voiture pendant 20 minutes quand elle m'a raconté son histoire avec Cerdan. Et puis après, donc, je suis allé voir Charles.
qui m'a, à mon avis, nourri formidablement sur le personnage d'Edith. C'est un gars qui ressemblait à un ange. C'est un gars qui parlait comme les anges. Tu es jolie, tu es jolie. J'en suis tout étourdi. Enfin, d'après ce qu'il m'a expliqué à l'époque, il m'a dit il m'est arrivé des fois, quand on était loin, de lui fredonner un truc au téléphone, comme ça. Donc, Et le louche en a fait une scène. donc moi, quand il m'a parlé de ça, j'ai sauté dessus. Veux-tu de moi pour la vie? Oui. Ah oui! Ah oui, c'est chouette comme finale, ça. On le gardera. D'accord, ça vous plaît? Génial! J'arrête pas de cet après-midi, je la chante ce soir au Versailles. J'ai vécu 8 ans chez elle, dans la maison, dans la chambre qu'elle s'était faite faire. Parce qu'elle ne s'y plaisait pas, alors elle vivait en bas, à l'entrée de la villa, dans une chambre qui était bien, mais qui n'avait rien à voir avec la chambre qu'elle s'était fait faire. Elle s'était fait faire la chambre de Marie-Antoinette, je crois. Toute rose, tout ça, moi je vivais là-dedans. Donc, quand je vais voir Aznavour pour lui demander de jouer le rôle d'Aznavour, je me dis, oui, il y a un survivant qui est là, un témoin radical. Pourquoi je ne franchirais pas ce pas? Piaf avait une manie, quand on lui présentait une chanson qui lui plaisait, on la jouait 10 fois. Après, elle téléphonait à des amis, viens, je vais te montrer quelque chose, et on recommençait. C'était ça, Piaf. Nous n'attendions que toi. Je n'attendais que toi. Vous savez que le petit génie commence à avoir du talent? Le petit génie commence à avoir du talent. Elle l'a dit ou pas, ça? Oui, elle a dû le dire. Elle m'appelait le génie con, hein. Uniquement parce que je faisais des... Ça l'énervait un petit peu, puis en même temps, elle aimait ça. Et elle me disait, arrête tes conneries. Et elle a fini par m'appeler le génie con. Les gens ne savaient pas pourquoi, mais c'était ça la raison. Et moi, j'avais accepté la chose, ça ne me dérangeait pas du tout. Non, mais je faisais partie de sa famille. On était vraiment très, très, très proches. Si elle avait eu un frère, elle n'aurait pas eu plus que moi. Dans le courant des années 70, Charles Aznavour passe la cinquantaine. Son succès musical est au top et le pétillant quinquagénaire revient enfin vers les plateaux de cinéma avec des rôles intimistes et très personnels qui, paradoxalement, le ramènent à ceux qui firent son succès dans les années 60. Dans Le Tambour, il poursuit le personnage qu'il a installé dans le cinéma français déjà avant, il poursuit dans ce film-là, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que il reste cet homme dont on sent dès le début qu'il va être brisé. On le sent. Il n'est pas de taille à résister au nazisme qui arrive à la nuit de cristal et à tout ça. J'ai lu le script. J'ai vu celui qui avait le problème. Mais revenons à ce que je vous ai dit. Son problème, il était juif. Il était converti. Il allait se suicider. C'était tout à fait passionnant pour nous, sachant qu'il était arménien, de lui faire jouer un juif. Ça déjà, et ça lui plaisait beaucoup. Parce que ça tend à universaliser le fait que le problème de l'autre, c'est pas le problème de l'arménien ou d'un juif ou d'un turc, non, c'est le problème de tous les autres. Et c'était pour nous très, très surprenant que ce chanteur déjà vedette accepta de jouer quelquefois des petits rôles dans des films. Ça dénotait chez lui un goût de la comédie profond. Quand on m'a dit c'est un tout petit rôle, j'ai dit un Chabrol, ça ne se refuse pas. Ce qui m'intéressait, c'était Chabrol et... Michel Serrault. Michel, c'est un monstre. Michel avait ce truc, vous lui mettez une moustache, il faisait... Et c'était hilarant. Mais rien que ça, c'était hilarant. Il avait le génie du rire. Et
pendant que je suis en train de mourir, il est sur moi. Et je le vois, et je lui disais, je t'en supplie, arrête, je ne pourrais pas mourir tranquillement. J'ai eu un mal fou à mourir. En plus, Chabrol est quelqu'un qui vous donnait pas tellement d'avis, mais il vous poussait. C'est formidable d'avoir un metteur en scène qui vous dit pas « faites ceci ou faites cela », mais qui vous pousse à aller au-delà de vos limites. Je suis venu dans cette ville il y a 8 ans, monsieur l'abbé, avec la famille. On est bien ici. On s'occupe de personne, vous savez. Puis, pour l'argent, tant pis. Mais vous m'avez dit à table l'autre jour, ce rôle dans Les Fantômes du Chapelier, je revenais à la base de l'immigration. Oui, l'homme qui est ailleurs, dans une petite ville, mais il est connu dans la rue, dans le quartier. Et le principe, c'est fais pas de bruit. On est étrangers ici, il ne faut pas qu'on les dérange. Ce que nous avons tous appris quand on était enfants. En 2001, Atom Egoyan propose à Charles de revenir à ses racines arméniennes en incarnant le rôle d'un cinéaste qui tourne le film de sa vie. C'est une grande réussite malgré une présentation à Cannes qui lui laissa un goût un peu amer. On était à Cannes, il faisait beau, il y avait du soleil. C'était pas le moment de venir avec un génocide. Ça n'intéresse personne. Voilà, les Arméniens, ça n'existe pas. Ou ils sont marseillais, ou ils sont parisiens, ou ils sont d'Argentine. C'est vrai que c'est ça. Aller à Marseille, vous voyez un Arménien, c'est un Marseillais pur sang. Il ressemble nullement à autre chose. Ah si, il va à l'église, il mange arménien, il dit je suis arménien, il ne le renie pas, mais lui est totalement marseillais. Et en Belgique, il est totalement belge. Et à Paris, il est totalement parisien. Au deuxième, nous avons aussi Mademoiselle Michonneau et Monsieur Goriot, qui surveille le pain que je sers à table. Je ne le surveille pas, je le goûte. Quand on m'a proposé de faire le Père Goriot avec lui, j'ai dit donnez-moi 8 jours que je relise le livre que je n'avais pas lu depuis 30 ans. Et je l'ai pris un soir à 9h du soir ici, dans cette pièce, et en même temps, je voyais Aznavour. C'est-à-dire je le lisais avec en moi l'image du physique, de la voix d'Aznavour qui avait à cette époque-là autour de 80 ans, donc qui avait l'âge idéal pour le rôle. On va pas me tromper, moi. J'ai grandi dans la rue comme vous. La boue, je connais. J'ai l'habitude. De la boue. Et de la boue, il y en a partout. Même dans les salons dorés. Surtout dans le cœur de certaines dames. Hein? Papa? Alors quoi? On a peur de perdre le joli Cupidon qu'on a levé pour la Delphine? Celui qui vous a donné son beau gilet? Taisez-vous. Mais doucement, Goriot, vous faites pas le poids. Goriot, tout d'un coup, commence à avoir des doutes sur Vautrin, qui joue un personnage quand même très double. Hein. Et puis, Vautrin le saisit en un éclair. Et donc, c'est effectivement ça qui était intéressant à jouer sur la corde raide. Le loup peut mettre le manteau du berger, il ne trompe pas le renard. Et puis, ça m'étonnerait pas que dans ce coup-là, vous ayez mis la main à la pâte. On s'en sort pas du vermicelle, hein? Et vous, d'où sortez-vous? De quel trou à rat? De quel puits? Je trouvais vraiment formidable de voir qu'à la fois, il jouait la comédie, il était hyper prêt, c'était un acteur au top, hein, en fait. Hein, mais qu'il avait quand même son petit clavier dans sa chambre, qui continuait à écrire, que ça turbinait dans la tête par rapport à tout ce qui se passait autour de lui. C'était fascinant, c'était une leçon de tous les jours. Il y avait un amalgame, une fusion entre le personnage et lui que je ne vois pas quel autre acteur aurait pu le jouer. Je ne vois pas quel autre acteur aurait pu le faire. Et quand on dit ça d'un acteur, c'est qu'il y a un petit miracle qui s'est produit. C'est un homme de cœur, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un avec une énorme présence lorsqu'il est sur scène
ou à l'écran. Nous, on a une amitié qui dure depuis 60, ça fait quand même 56 ans qu'on est amis. Alors on a beau ne pas se voir tous les jours, il y a une espèce d'amitié et surtout de simplicité de sa part. On était ensemble tout le temps, hein, et on attendait de tourner. Et on était d'un coup copains parce qu'il était très, très simple, très abordable. Oui, c'est un homme qui ne tolère pas le manquement au travail, qui ne tolère pas le je m'en foutisme. Il est très intransigeant. Ça bout à l'intérieur de lui, tu vois, ça pétille. C'est ça qui était, comment dire, réjouissant et où on se dit, on a bien envie d'être comme ça aussi à son âge, quoi. Moi, j'ai commencé avec beaucoup de doutes, à tout point de vue, des doutes littéraires, des doutes de la manière de se comporter, le doute, est-ce que je suis un acteur possible, est-ce que ma voix va pouvoir passer, est-ce que le public va m'aimer, tout ça. Finalement, j'ai été heureux qu'avec le public, ou grâce au public, oui. C'est ma grande famille, hein. Et comme dit ma femme, mon métier, c'est ma maîtresse. Je la trompe tous les jours.